Lors de son discours lié à l'anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté Mohammed VI Allah Yansuro a détaillé son plan pour développer la côte atlantique du pays en s'appuyant en partie sur les victoires diplomatiques vis-à-vis du Sahara marocain et sur les excellentes relations entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest. Le but de cette feuille de route transatlantique est de désenclaver le Maroc qui a longtemps souffert de l'hostilité de l'Algérie et de l'Espagne dans l'histoire moderne. La stratégie marocaine vis-à-vis de son Atlantique ne date pas d'aujourd'hui. Le Maroc a longtemps souhaité améliorer son intégration économique vis-à-vis des pays d'Afrique de l'Ouest en mettant en place une Union africaine atlantique et également en mettant en place le projet gigantesque qui est sûrement l'infrastructure industrielle la plus importante du continent africain, le gazoduc nigérien-Maroc qui approvisionnera en gaz de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, le Maroc et le sud de l'Europe. Donc Mohammed VI, avec ce discours et avec tout ce qui a été fait les années précédentes, est un roi africain, est un roi qui a toujours privilégié les relations sud-sud et est un roi que l'histoire marocaine et africaine ne risque pas d'oublier. Lors de son discours, il a mis les points sur les i, il a fait preuve d'une ambition maritime qui pourrait redessiner durablement le futur du Maroc, mais on ne peut pas ignorer les obstacles qui existent à la fois au Maroc et en Afrique depuis plusieurs décennies. Il y a des obstacles sécuritaires, des obstacles sociaux, liés également à l'éducation qui pèsent sur les épaules de tout un pays, bloquant l'émergence du Maroc, une économie qui demeure encore trop inégalitaire. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de répéter ce que vous avez déjà entendu. On va creuser, questionner ce discours du roi. Est-il vraiment possible de transformer cette façade atlantique marocaine en un moteur économique sans repenser entièrement notre système social et éducatif? Quelles seront les répercussions pour le Maroc, pour l'Afrique? Et quelle place pour le Maroc sur l'échiquier international? Nous allons donc analyser ces projets, ces ambitions, mais aussi les obstacles qu'ils rencontrent. Construire des ports, des pipelines, c'est des défis techniques, mais bâtir l'avenir d'une nation, élever les esprits, c'est un tout autre défi. Lorsque j'ai écouté le discours de Sa Majesté Mohammed VI Allah Yansuro, un point a retenu mon attention lorsqu'il parle du Maroc qui est arrimé à l'Europe par la Méditerranée, ouvert sur l'Afrique et l'Amérique par l'Atlantique. Là, le monarque, le roi Mohammed VI ne fait pas de la géographie, il fait de la géopolitique et de la géostratégie. Ses ambitions catapultent le Maroc non seulement en tant que trait d'union entre les continents, mais aussi en tant que leader transatlantique des échanges. La vision royale va bien au-delà d'un avantage géographique, elle est portée par une ambition, celle de dynamiser cette façade atlantique, y compris au Sahara marocain. Au-delà du gazoduc Maroc-Nigeria, qui est le plus grand projet industriel énergétique de l'histoire africaine, le roi a proposé de créer une flotte nationale de marine marchande et c'est révolutionnaire pour le Maroc. Cela transformera la nation en un pivot commercial majeur entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, à l'instar de ce que Singapour représente en Asie. C'est un vrai coup de maître sur l'échiquier géostratégique car le pays va mettre à disposition aux pays de la région des infrastructures et cette nouvelle flotte. Des pays comme ceux du Sahel qui souffrent d'isolement vont pouvoir profiter d'investissements importants qui ont été faits sur la côte atlantique marocaine liés à l'exploration des ressources offshore, liés à l'économie bleue ou encore aux énergies renouvelables. Tous ces éléments sont là pour positionner le Maroc en tant que leader régional. Donc, la stratégie marocaine est claire. Le Maroc souhaite se lancer sur l'échiquier africain et international avec une confiance qui frôle l'arrogance. Et on est loin, très loin d'un simple discours. Ce que le roi présente, c'est un projet de société où le Maroc et l'Afrique créent un environnement industrialo-commercial qui n'a jamais été créé sur le continent. On ne parle pas là d'un simple développement, on parle de bâtir un héritage, quelque chose qui perdurera pour les générations futures, mais construit sur les bases du passé et inspiré par les échanges économiques d'avant la colonisation, où le sultan du Maroc avait une influence de Tombouctou au fleuve Sénégal jusqu'au détroit de Gibraltar. Ce discours est donc royal en tout point. Il trace une stratégie qui pourrait catapulter le Maroc sur le devant de la scène. Pourtant, il faut être lucide et reconnaître que ses ambitions sont freinées par des défis aussi immenses que les montagnes de l'Atlas. Par exemple, l'éducation et le chômage des jeunes sont les deux plus gros obstacles au Maroc. À quoi bon construire des infrastructures portuaires de dernière génération ou des gazoducs si nous ne disposons pas d'une main-d'œuvre qualifiée pour les exploiter avec compétence? Le Maroc a certes réalisé des avancées en matière d'éducation.
Cependant, le chemin à parcourir reste compliqué. L'OCDE, par exemple, met le doigt sur un paradoxe entre les compétences acquises par les étudiants marocains et les réels besoins du marché du travail. D'un côté, le Maroc fait face à un taux préoccupant d'inactivité. Des hommes travaillent dans des emplois précaires, sous-payés, souvent dans l'informel, tandis que de nombreuses femmes, spécialement dans les zones rurales, sont privées de toute formation ou expérience professionnelle. Et de l'autre côté, un secteur privé dynamique peine à trouver des candidats adéquatement formés. Comment expliquer ce paradoxe dans un pays où tant de jeunes cherchent du travail? La réponse est évidente. Nos programmes éducatifs n'ont pas suivi le rythme effréné de la révolution technologique et numérique qui redessine le paysage de l'emploi. Cette incohérence appelle à une réforme urgente et radicale de notre système de formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, tant sur le plan qualitatif qu'au niveau de la capacité d'accueil. Un autre obstacle de taille est l'inégalité flagrante entre les régions. J'en parle souvent dans la chaîne. Comment tolérer que Casablanca, que Tanger, que Rabat scintillent, brillent, se développent, tandis que des régions comme le Tafilelt ou l'Atlas languissent dans l'ombre? Une croissance harmonieuse du pays implique l'essor de toutes ces régions. La troisième problématique est celle de l'intégration entre pays africains. Bien que le Maroc ait renforcé ses relations avec les pays africains, les échanges commerciaux intra-africains restent limités. Les infrastructures de transport, malgré les investissements réalisés, doivent être améliorées pour faciliter le commerce et l'intégration économique avec les pays du continent. Les ports marocains sont parmi les plus performants d'Afrique, mais les liaisons terrestres et ferroviaires doivent suivre. Ce retard des communications terrestres est lié à la géopolitique régionale complexe avec des forces étrangères au Mali, au Niger et peut-être même dans le futur en Mauritanie ou au Sénégal. La réussite de l'intégration économique du Maroc dépend donc de la capacité des pays du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest de garantir leur souveraineté. En se basant sur tous ces points, on comprend que le Maroc est un tournant critique de son histoire moderne, avec un potentiel réel, mais des défis exigeants, des efforts herculéens. Pour que le Maroc puisse se hisser au rang de carrefour transatlantique et concrétiser son potentiel, il doit s'assurer que les fondations sur lesquelles il s'appuie sont solides. Autrement, les visions les plus audacieuses resteront de pures illusions. Sa Majesté le roi Mohammed VI a défini une vision ambitieuse. Maintenant, c'est à la nation marocaine entière de prendre le relais, de retrousser ses manches et de naviguer à travers la tempête avec résolution. Alors bien sûr, il n'y a aucun pays qui est parfait et la plupart des pays dans le monde qui ont souhaité développer leur industrie et leur économie ont fait face à des obstacles et des défis. Mais c'est dans l'adversité que se révèlent les destins des plus grandes nations de l'histoire. Gardons en mémoire que les grands projets d'aujourd'hui pourraient bien devenir des leçons d'humilité de demain. Barakallahu fikum. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.